Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique 1 TV, c'est l'heure de votre émission Le Tour du Monde. À la présentation William James et notre invité de séjour, Monsieur Armand Mavinga, avec qui nous allons nous entretenir sur son récent ouvrage La conquête du pouvoir pour le nouveau Congo et politique sociale. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique 1 TV, nous recevons pour vous aujourd'hui celui qu'on ne présente plus, Monsieur Armand Mavinga Ntsafunenga Imvukumuna Bavedi. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Tout ça. Tu sais, ce nom-là, Safunenga, c'est une expression. Tout à fait. Chez les Yombe, vous savez, moi, sur les Yombe du Congo central, en République démocratique du Congo. Tout à fait, oui. Il y a une expression chez nous qui dit il y a un safou, quand il est mûr, et ce safou ne se trouve qu'aux extrémités de l'arbre. Oui, oui, oui. Et donc, quand ce safou mûr est à la base de la mort de beaucoup de cueilleurs. Parce que quand le cueilleur monte dans l'arbre, il cherche à atteindre ce safou qui est à l'extrémité bien noire là. Et souvent, avant d'atteindre le sommet, il ne se rend pas compte que le tape est tenté de devenir, de s'amoindrir. Bouffé par des termites. Et puis, il tombe. Donc, c'est le nom que mon père m'a donné quand j'étais né. Parce que le médecin avait demandé, on avait dit à mon père que ma maman était inconsciente, elle était à l'agonie. Il fallait sauver la maman parce que la maman pourrait mettre au monde d'autres enfants après. Et donc, ils avaient décidé qu'il fallait donc, interrompre la grossesse, c'est-à-dire qu'il fallait liquider l'enfant. Donc, si on comprend bien le Ntsafunenga, c'est comme si vous étiez les fruits les plus mûrs sur l'arbre et que tout le monde voulait cueillir. Alors, quand on a dit à mon père que nous avons choisi d'interrompre la grossesse, c'est un garçon, mais malheureusement, il va mourir, va déjà prendre tes dispositions pour venir enterrer l'enfant demain. Et le papa, c'était le soir à l'hôpital congolais à l'époque, le papa commençait à pleurer. Il est parti alerter sa famille pour dire que nous devons nous préparer demain pour aller enterrer l'enfant parce que regarde ce qui se passe. Mort-né. Voilà. Oui. Non, je n'étais pas mort-né. Non, c'est ce que les docteurs parce qu'on devait interrompre. Oui. On devait interrompre parce que la grossesse n'était pas encore à terme. Il fallait sauver la maman. Mais au sortir de l'hôpital, quand papa pleurait, il avait rencontré un couple de pasteurs de l'armée du salut qui lui ont dit, mais monsieur, tu es en train de pleurer, pourquoi? Regarde sa première grossesse, on me demande de choisir. Ils ont décidé d'interrompre la grossesse, donc demain je reviendrai pour enterrer l'enfant. Alors le pasteur de l'armée du salut et sa femme disent, bon, de toutes les façons, même si les médecins l'ont dit, prions quand même. Et ce pasteur l'ont prié avec le papa, et le papa est parti. Sachant que le matin, quand il reviendra, c'est faisable pour m'enterrer, comme papa était un cadre de l'Otraco, il était chef du bureau de taxation de l'Otraco à l'époque. Ils ont pris toutes les dispositions pour m'enterrer le jour suivant. Mais les médecins n'ont pas compris. Juste quand il fallait commencer l'opération pour interrompre la grossesse, les médecins n'ont jamais compris comment je suis sorti. Parce que la maman n'avait même pas la force pour pousser, parce que la maman était inconsciente. Il fallait la sauver. Et parce que la maman était déjà à la goulée, elle risquait de mourir. Et quand je suis sorti, comme j'avais peut-être 6 mois, ils ont tout fait, m'ont mis dans la couveuse. Directement, ils m'ont mis dans la couveuse. Quand le papa et toute la famille arrivent le jour suivant pour m'enterrer, on leur a dit, il y a un miracle qui s'est passé. Même nous, les médecins, ne pouvons pas expliquer une femme inconsciente, mais l'enfant est sorti de lui-même. Alors, quand le pasteur de l'armée du salut est revenu pour se rendre pour l'enterrement. Non, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. On lui dit, cet enfant n'est pas mort. C'était un témoignage pour les gens de l'armée du salut. Et comme ces gens de l'armée du salut, ils avaient leur bureau à il y avait un certain marché de Bayaka, dans la commune de Ngiringiri. Ils avaient une église là-bas. Quand il y a eu Ça, c'est en République démocratique du Congo. Parce que nos téléspectateurs, oui.
Et comme c'était un miracle, quand il y a eu maintenant Noël, où on fête l'enfant Jésus, ce pasteur d'Armée du Salut avait demandé à mon père, à ma mère, que ce jour-là, que ce soit moi qu'on mette dans la crèche, quand il y avait le théâtre de la naissance de Jésus. Et ce pasteur parlait, vous voyez cet enfant, il y avait un miracle. Les médecins avaient dit qu'il faut interrompre la grossesse pour sauver la maman. Mais on n'a jamais su comment cet enfant est sorti. C'est comme ça que papa, en venant, quand on lui a dit que je suis vivant, que papa me l'a dit à sa famille, cet enfant s'appelle Safunenga. Et Bavedi. Bavedi, ce sont les cueilleurs. Imfukumuna qui fait tuer les cueilleurs. Oui. Donc mon enfant, je lui donne le nom de Safunenga. Imfukumuna Bavedi. C'est-à-dire tout celui qui osera tenter à la vie de cet enfant, il va succomber, mais cet enfant sera là. Donc personne ne pourra empêcher le destin de mon enfant. Politique, tout donc, ça. Ah oui, donc ça signifie, le nom signifie que personne ne peut empêcher l'accomplissement du destin de ma vie. Tout à fait, ok, d'accord. Bon, on voit bien que vous êtes présent, vous n'êtes pas mort. Maintenant, vous avez entamé de longues études jusqu'à parvenir à être un grand expert de l'UNESCO. Donc, vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc, l'école primaire, j'étais à l'école primaire Christ Roi, c'est la commune de Kasavubu. Oui, c'était l'école. À l'époque, c'était d'abord Dendal 1. Oui. C'était Dendal 1 qui est devenu Christ Roi quand le président Mobutu a débaptisé le tout. J'ai fait l'école primaire et puis je suis parti faire la section littéraire à Lumumba. À Lumumba, j'ai eu mon diplôme d'État. Et je suis le plus jeune diplôme d'État de notre pays. Parce que j'avais à l'époque, j'avais terminé l'âge. En quelle année? En 73. Oui. Donc j'étais le plus jeune diplômé d'État. Et puis après... donc, équivalent de baccalauréat, ici. En France. Après, je voulais faire... Je voulais être ingénieur ou médecin. Mais à l'époque, avec le quota que Mobutu avait établi, étant de province du Congo central, du Bas-Congo, je ne pouvais pas trouver une place. Et j'avais même chômé, malgré mon diplôme d'État. Mais heureusement, mon oncle paternel, Joseph Mbadou Madingou, à qui je rends hommage, que son âme repose en paix, qui était directeur général de General Motors à Lubumbashi, qui m'a dit, mais tu peux venir à Lubumbashi. Parce que tu ne peux pas chômer. J'arrive à Lubumbashi, je voulais faire la médecine vétérinaire, il n'y a pas de place. Je voulais faire parce que comme j'étais calé aussi en mathématiques et tout ça, je voulais devenir polytechnicien, ce n'est pas possible. Alors, on arrive, le gars a dit, il n'y a plus de place, il n'y a que la faculté des lettres. Et pourtant, moi, je m'étais dit, avec le latin, après avoir fait la section littéraire, je voulais en finir avec les lettres. Je ne voulais pas entendre cette situation des lettres. Mais, alors, mon oncle paternel me dira quelque chose qui m'avait touché ma vie. Mon fils, moi, je suis directeur général d'une société. Même si tu as fait les lettres, monsieur aujourd'hui détermine, est-ce que moi, déjà d'une société, je te laisserai chômer? Vas-y étudier. Et quand j'entre à la faculté des lettres, en philologie romane, section linguistique, du coup, je fais une rencontre qui va changer ma vie. Exceptionnelle. Le professeur Yves Vumbio Kamudimbe, qui nous donnait cours de linguistique, tout ça. Je rencontre ce professeur. Je vois ce professeur qui voyage à tout moment. Il vient, je dis, bon, je vous reviens dans une semaine, j'ai un colloque à Dakar, j'ai un colloque en Italie, j'ai fait ceci. Ah, je me suis dit, mais tiens, et si ce professeur pouvait me servir de modèle, est-ce que je ne peux pas devenir aussi un jour un savant comme lui, pour voyager comme il voyage? Alors j'ai pris goût, j'ai commencé à prendre goût, avec le cours de professeur Moudimbe. Du coup, je me suis mis maintenant dans ma peau, j'ai commencé à étudier. Et là, j'ai pris goût aux lettres. J'ai pris goût à philologie romane, tout ça. Je me suis spécialisé en linguistique, notamment romane, linguistique française. J'ai terminé ma licence. J'ai faussé encore l'agrégation, c'est-à-dire j'ai cumulé et la licence et en même temps je suivais aussi l'agrégation. Donc au même moment, j'étais le plus jeune licencié. À l'époque, en 77, j'étais aussi le plus jeune agrégé parce que j'avais fait aussi l'agrégation, l'enseignement secondaire du degré supérieur. Donc en 77, je suis à la fois licencié, le plus jeune licencié et le plus jeune agrégé de l'histoire de l'Université nationale du Zaïre. Je devais travailler avec le professeur Moudimbe comme chercheur au Centre international de la sémologie. Tel qu'il m'avait promis, on devait travailler avec lui. Mais comme lui l'avait promis qu'il ne ferait jamais la politique, et quand le président Mobutu lui a proposé d'être membre du comité central, il s'est senti en danger.
comme il avait refusé d'être membre du comité central, oui. et le professeur Moudimbe a voyagé. Donc, comme moi, je devais travailler avec lui, donc il n'était plus possible pour moi de rester assistant de recherche à Lubumbashi pour travailler avec le professeur Moudimbe. Mais une chose de garde de lui, c'est lui qui m'a, quand tu m'as dirigé, c'est lui qui m'a orienté dans le domaine de la lexicologie et lexicographie. Donc, je suis aussi lexicologue sous la direction du professeur Moudimbe. C'est lui qui m'a dirigé pour que je devienne un lexicologue. Donc, j'avais travaillé avec le professeur Moudimbe. Et comme je ne pouvais pas travailler, j'arrive à Kinshasa. Subitement, un jour, au marché, je rencontre quelqu'un qui est venu chez nous, chez la maman, quand la maman vendait la poisson. Quelqu'un qui est venu, la maman me présente, elle dit, ah, ça c'est mon fils qui vient de terminer. Et le papa l'avait laissé, le papa c'était des orphelins, le papa est mort, il n'avait que 9 ans, on a tout fait, il a terminé l'université, maintenant je ne sais pas qu'est-ce qui va revenir. Ça me fait mal d'apprendre que mon fils va rentrer à Lubumbashi pour aller travailler comme assistant de recherche ou comme professeur assistant de recherche, parce qu'il s'y rentre à Lubumbashi. Donc déjà il a fait 4 ans là-bas, donc il sera toujours en dehors de la famille, et ça nous fait mal. Le papa dit, je me connais avec quelqu'un à l'éducation nationale, je peux le prendre demain matin pour qu'on voit un peu si on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Et curieusement, le gars revient le matin, il n'avait pas d'argent pour payer le transport pour qu'on aille à la Gombe. Il me dit, mon fils, on peut aller. Il me dit, mon fils, on peut aller lentement, à pied, on peut y arriver. On a commencé lentement à pied. Ça faisait une semaine que je venais d'arriver à Kinshasa, après avoir terminé ma licence. Et on va lentement à pied, on arrive au ministère de l'Éducation nationale. On arrive au ministère de l'Éducation nationale, il me présente chez un abbé Toumou qui était chef du personnel. Il me dit, c'est mon fils adoptif, vraiment il est bien, et je viens, est-ce qu'il n'y a pas un poste? L'abbé dit, mais j'ai un poste ici que j'avais gardé, mais est-ce que vraiment, réellement, c'est ton fils? Parce qu'il a le nom de notre prophète. Il dit, oui, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai élevé. Ah bon? C'était un gars honnête, tout, parce que je veux quelqu'un d'honnête, tout ça. Donc, non, c'est un gars honnête, vraiment très bien. Ah bon? Ok. Il me dit, j'ai un poste, mais là où j'ai un poste, les gens voyagent beaucoup. C'est au bureau de l'UNESCO. On nous a demandé un spécialiste, quelqu'un qui s'écrit le français, spécialiste formé. Moi qui me disais, quand on fait les lettres, tu seras un petit professeur, subitement, j'arrive quelque part où on recherche quelqu'un qui a fait les lettres, le juromane, qui sait écrire. Allez, mais il me donne la note. Il m'affecte là-bas. J'arrive. C'était le bureau de l'UNESCO, la commission nationale zéroise pour l'UNESCO. J'arrive à la commission nationale zéroise pour l'UNESCO. Même le directeur qui était au Congo, M. Luani Kanga, pour pas son âme, il était surpris. Il dit, ah, mais tiens, comment vous êtes arrivé? Moi, je dis, non, on m'a envoyé. Ok. Il m'a présenté, il présentait le travail. Mais qu'est-ce que je découvre? Je découvre une mine d'or. Moi qui voulais rentrer à Lubumbashi pour être assistant de recherche, tout ça, je découvre que l'UNESCO, c'est une université qui est au-dessus de toutes les universités du monde. Parce que rien que ce que l'UNESCO produisait qui était dans mon bureau, alors je me suis dit, donc je peux faire la recherche ici. Ça même rentrer à Lubumbashi. Donc je peux devenir chercheur ici. On m'a fait dans le bureau la culture et la communication. Maintenant, toute la publication que l'UNESCO envoyait, je commence à lire la publication de l'UNESCO, je commence à lire la publication de l'UNESCO, je dis, mais tiens, quelle chance que j'ai de venir ici. Et c'est ce qui nous ramène à ce que nous disons, souvent, c'est en prenant un chemin qu'on n'avait pas prévu à l'avance qu'on rencontre son destin avec Dieu. Donc c'est un destin. Tout à fait. Et ça m'amène à l'UNESCO, au bureau de l'UNESCO. Je commence à travailler, le directeur m'appelle. Quand il voit ce que j'écris, le directeur me demande, c'est toi qui as écrit ça? Est-ce que vraiment c'est toi qui as écrit ça? Me dit, bon, pour que je sois sûr que c'est toi, je te donne tes livres. Fais-moi le résumé de ces livres. Je lui fais le résumé de ces livres. Tiens, je vois que c'est toi. Parce que toi, tu gênes comme ça, tu écris bien le français comme ça. Donc je vois que c'est toi. Et automatiquement, je commence maintenant à faire des propositions. Tiens, un jour, le secrétaire d'État, Kole Lombe, qui était secrétaire d'État personnel de l'enseignement secondaire, demande au chef de bureau de faire des propositions. J'ai fait la proposition de la réforme de la Commission nationale pour l'UNESCO. Le secrétaire d'État qui s'est dit, c'est un chef de bureau qui propose ça. C'est pas possible. Le secrétaire d'État avait besoin de me voir. Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des cadres. Il ne connaissait que notre directeur. Ah, il dit au directeur, mais moi je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi intelligents qui travaillent avec vous. Subitement,
Armand Mavinga se signale comme un grand expert. Les autorités commencent à s'intéresser. On me demande de faire des propositions et de faire des propositions. Et puis la grande réforme qui viendra de cette commission nationale, c'est moi qui l'avais rédigée. Et Mobutu signera l'ordonnance pour remanier la commission nationale pour que le secrétaire permanent, qui aura rang de secrétaire général, pour diriger la commission nationale. Mais cette réforme est partie de moi. Et puis, en partant de ça, en 83, j'ai fait mon premier voyage à l'UNESCO pour intervenir, c'était dans le domaine de la promotion du livre. Je participe à ce séminaire d'experts. Et voilà, il y a eu des clics. Les gens de l'UNESCO étaient fascinés par ma contribution comme expert. Dès ce jour-là, dès décembre 83, je commence à voir des invitations partout. Je pouvais voyager toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et profitant pendant que j'étais à l'UNESCO, pendant que je faisais mes recherches, j'ai commencé aussi à donner cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire à Kinshasa. Et puis après, j'ai profité avec l'UNESCO pour avoir des bourses d'études, pour venir étudier. J'étais venu, par exemple, pour faire mes recherches de doctorat. J'avais travaillé avec le professeur Francis Ball, j'avais travaillé avec Anne-Marie Lolland de l'Université de Bordeaux, et j'avais travaillé au CNRS ici, au Centre national de la recherche scientifique. J'avais travaillé dans le groupe Mode de vie, communication et développement. J'étais un chercheur ici, et en plus, j'ai fait beaucoup de voyages d'études dans le domaine de la propriété intellectuelle, tout ce qui est droit d'auteur, droit voisin. Et j'étais d'ailleurs pour ça consultant de la SONECA, Société nationale des droits d'auteur. Et c'est moi qui, en 1981, avait initié la création du Centre zaïrois d'information sur les droits d'auteur, dont j'ai été le coordinateur. Et c'est ce qui m'a mené à être parmi les gens qui ont rédigé la première loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, qui a été promulguée en 1986. Oui. Et donc, j'ai aussi formulé beaucoup de projets. Par exemple, l'ouverture de la licence dans le domaine de l'industrie du livre, au niveau de l'ISTI. Et c'est moi qui ai initié ce projet avec nos amis de l'UNESCO. Et il y a cette licence maintenant qui existe à part les relations publiques, le journalisme et les métiers des éditions, tout ça. C'est moi qui ai initié ce projet dans le cadre du programme international pour le développement de la communication de l'UNESCO. Et après, ça m'a permis d'avoir beaucoup de formations dans le domaine de la culture. Je me suis formé dans le domaine de la diplomatie aussi. J'ai fait des études ici aussi sur au niveau des GenDev sur le développement. Donc, je suis un spécialiste du développement local. Tout ça, j'ai fait. C'est-à-dire que l'UNESCO a été pour moi la plus grande université. Ça m'a permis de rencontrer toutes les sommités intellectuelles du monde entier. Depuis 83 jusqu'aux années 80, je participe à tous les grands débats sur la culture, la communication et l'information. Nous étions de ceux qui avaient alimenté le grand débat au niveau mondial sur le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication nomique et sur le NOI, le nouvel ordre économique international. Et j'en profite pour saluer en passant la mémoire du directeur général Amadou Matarmbo, qui vient de nous quitter, qui était une des éminentes personnalités du XXIe siècle, qui a dirigé l'UNESCO de 1974 jusqu'à 1987. Donc c'était une immense personnalité. Et vraiment, le monde entier est en train de pleurer Amadou Matambo. Je salue sa mémoire. Oui. Donc, pour voir tout ce parcours a fait de moi un grand expert au niveau international. Et j'ai beaucoup écrit avec l'UNESCO. J'ai été, par exemple, l'un des rédacteurs du premier rapport premier rapport de la communication sur le monde, qui a été publié, je crois, en 1990. J'ai été un des co-auteurs, j'ai participé à beaucoup de rencontres internationales, à tous les grands débats qui ont eu lieu dans les années 80 et début 90 dans le domaine de l'information et de la communication. Et parce que vous êtes de la presse, c'est dans le cadre de mon ONG, parce qu'en 85, j'avais créé le Centre d'études de problèmes de la communication, c'est pourquoi. Et dans le cadre de ce centre qui était dans la réflexion pour développer l'information, la liberté de l'expression de la presse, donc nous avions apporté notre contribution pour l'organisation du premier séminaire sur la presse indépendante qu'il y a eu à Windhoek, en Namibie à l'époque, avec l'UNESCO, pour le lancement de la presse indépendante et libre en Afrique. Donc nous avions porté notre modeste contribution pour le développement, d'où je suis très attaché à la liberté de la presse, pour avoir été un expert de l'UNESCO dans le domaine de la culture et de la communication. J'ai travaillé notamment avec Henri Lopez, qui était le sous-directeur général pour la culture et la communication. Congolais Henri Lopez. C'est lui qui était le sous-directeur général de la culture et la communication quand je travaillais
pour l'UNESCO. Donc nous avions fait beaucoup de choses. Nous avons contribué à faire avancer la mise, pour avancer nos réflexions pour que la culture et la communication soient au service du développement dans le monde et en Afrique. Ce qui est une très bonne chose. Je pense que nos amis téléspectateurs ont compris l'immensité de vos savoirs. Donc, je pense qu'ils seront bien servis ici parce que nous vous accueillons ce jour dans le cadre de votre récent ouvrage Paris aux éditions Seprocom Afrique, dans lequel vous avez partager avec le monde votre vision du nouveau Congo pour essayer un peu d'en finir avec la situation anxiogène qui règne aujourd'hui dans le pays. C'est pourquoi, pour saisir la quintessence de votre message véhiculé à travers cet ouvrage, nous allons vous poser quelques questions pour donner l'idée à nos téléspectateurs. Nous allons commencer par vous poser la première question de savoir comment la 3C RDC évalue-t-elle les bouleversements actuels dans l'ordre géopolitique mondial. Oui, je voulais d'abord souligner d'emblée que c'est un ouvrage que nous avions écrit avec mon frère Géry Izuele Djamba, que je salue une fois de plus en passant. Oui. Mais pour la question que vous me posez par rapport aux enjeux du monde, vous savez, à l'époque, le bouleversement du monde, c'est-à-dire qu'il fallait s'y attendre. Vous savez, je participais au grand débat au niveau de l'UNESCO. Comme vous savez, l'UNESCO, c'est l'organisation intellectuelle du système des Nations Unies. Tout le grand débat qui ne réussissait pas au niveau des Nations Unies à New York, au niveau de l'UNESCO, ces débats ont été menés et avec beaucoup de succès. On s'attendait à ce que le monde soit bouleversé. C'est la raison pour laquelle, déjà à l'époque, quand avec notre aîné Amadou Matambo, on ne cessait de plaider pour un nouvel ordre mondial plus juste, plus pacifique, plus fraternel, où les intérêts des uns et des autres sont respectés et pris en compte. Oui. C'est-à-dire, avec le monde actuel, on s'est rendu compte que le système monopolistique ne pouvait pas continuer. Et nous sommes dans un agenda où la civilisation occidentale est arrivée à son apogée. Oui. Et quand une civilisation arrive à son apogée, il décline. Il y a petit à petit un déclin. Mais on ne dit pas que l'Occident, il y a déjà un déclin. Mais ce sont des processus normaux. Mais non, parce que vous savez bien, bon, ça c'est votre lecture, parce que quand on voit du côté des gens, des grandes autorités comme vous, comme ça, comme de Vladimir Poutine, ils disent que le monde monopolistique, c'est fini, c'est c'est vraiment du passé. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Déjà au niveau de l'UNESCO, depuis toujours, on est pour un monde multilatéral. C'est-à-dire multilatéral, multipolaire, où les intérêts des uns et des autres sont pris en compte. Et d'ailleurs, comme anecdote, je pourrais vous dire un travail que nous avons fait à l'époque qui va nous ramener pour rebondir sur ça. À l'époque, Amadou Matambo, pourquoi j'aime bien me référer à notre... On avait initié en 1976 la création de la Commission internationale d'études de problèmes de la communication. On s'est rendu compte que c'était un monde monopolaire où l'information circulait à sens unique. Donc, de l'Occident vers le autres. Donc, toute l'humanité devait suivre le modèle occidental. Et donc, maintenant, quand l'UNESCO disait qu'il faut un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, ça avait décentraliser. Mais ça avait créé des problèmes énormes à l'époque. Pourquoi? Parce que quand il y a un seul pôle, à un moment donné, c'est c'est l'uniformisation sociale, l'uniformisation mondiale. Automatiquement, qu'est-ce qui en découle? L'appauvrissement de l'humanité, l'appauvrissement politique, l'appauvrissement culturel, l'appauvrissement social, parce qu'il n'y a pas d'autre modèle. C'est la raison pour laquelle le rapport final de cette commission qui a été dirigé par M. McBride était intitulé un seul monde. Oui, justement. Mais j'arrive pour te répondre. Non, moi aussi, justement, je voulais un peu faire une
toute petite parenthèse dont il reviendra plus tard, parce que à l'époque, l'UNESCO avait initié une conférence de Caire où des gens comme de Théophile Obenga et de Cheikh Anta Diop ont pris part. Ils n'ont pas reçu des échos sur leurs travaux, mais c'était quand même sous l'égide de l'UNESCO. Oui, oui. Alors, maintenant, le rapport est intitulé « Un seul monde, plusieurs voix ». Plusieurs voix, oui. Et c'est cette publication qui avait marqué le grand débat sur un monde unilatéral, monopolistique. C'était déjà une proposition de rupture par rapport au schéma établi. C'est ce qui a fait que ça avait fait des déflagrations à l'époque. Un seul monde, mais plusieurs voix. Et donc, c'était déjà l'annonce qu'il nous faut un monde où c'est un seul monde. Donc, c'était un document produit par l'UNESCO. C'était un rapport qui était publié par l'UNESCO en 78. En 78, je pense. Oui, oui. C'était déjà un seul monde. Que les États n'ont pas pris en considération. Non, les États membres de l'UNESCO ont pris en compte. C'est la raison pour laquelle ça a été publié. Donc, ça prend en compte. C'était pour dire quoi? La réflexion avait déjà commencé pour montrer, c'est-à-dire ceux qui savent diriger, ceux qui anticipent. Donc, il y avait déjà des réflexions qui montraient qu'on le veuille ou non, on devra se concentrer nous cheminons vers sur un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus multipolaire. Et nous en arrivons petit à petit maintenant à ce monde multipolaire. Mais, quand bien même nous arrivons à ce monde multipolaire, tout n'est pas réglé. Parce que qu'est-ce qui reste à régler? Parce que les enjeux, c'est quoi? Il ne faut pas que d'un monde multipolaire dominé par un groupe, que nous en arrivons à un monde multipolaire dominé par plusieurs groupes, ce qui nous ramènerait au même déséquilibre connu aujourd'hui, mais sous d'autres formes. Je m'explique. Il faudrait donc bien humaniser ces nouveaux mondes multipolaires. Il faut réfléchir. Il faut que chacun essaye de faire des propositions, de trouver sa place. Parce que oui, cet aspect des choses a eu un coup de poignard au dos à l'époque de Donald Trump, si je me souviens bien. Oui. Il a retiré des subventions accordées à ces organisations internationales. Donc c'est pour voir que pendant que vous luttez pour un monde multipolaire, il y a d'autres qui travaillent pour faire perdurer le monde. Comment se passera cet affrontement concrètement sur le terrain? La vision d'un monde multipolaire, pour les intérêts des uns et des autres, d'abord de grandes puissances, il faut que ce soit un monde des intérêts partagés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un monde multipolaire, ça ne signifie pas qu'il faut exclure l'Occident. Parce que l'Occident reste une puissance avec tous les pays occidentaux. Ce serait insensé de croire que nous allons monter maintenant un nouveau système où nous allons exclure l'Occident. Mais nous devons créer un nouveau système, construire avec l'Occident. Se montrera-t-il coopératif? Mais je pense que les enjeux du monde, je pense que j'aime bien le réalisme de l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, quand il disait qu'il est temps que nous prenions conscience que l'ancien monde est terminé, que nous ne pourrions plus faire comme on faisait avant. Et donc, il nous faut trouver d'autres voies. Et j'aime bien rappeler la pensée du président Emmanuel Macron. Il faut que ça soit dans la réalité. Quand il dit un nouveau partenariat de l'Union européenne avec l'Afrique, c'est-à-dire un nouveau partenariat, il faut concevoir un nouveau partenariat avec l'Afrique. C'est pour dire que le monde ne peut plus être ce qu'il était. C'est-à-dire c'est un problème de conscience. Qu'aujourd'hui, l'Occident ne peut plus dominer le monde comme il l'avait fait. Et comme il y a d'autres pôles qui sont en train de merger, mais il est de l'intérêt de nous tous de construire un monde de justice et d'équité. C'est ce que souhaite tout le monde, il y a toujours des obstacles. Mais c'est la raison pour laquelle, dans la proposition que nous faisons, c'est à nous, ce ne sont pas les autres qui vont le faire à notre place. C'est à nous de réfléchir, de faire de grands rêves et de faire en sorte que notre rêve devienne une réalité. Oui. Ce ne sont pas les autres qui viennent nous réaliser notre rêve. Oui. Quand tu as rêvé l'irréel, donne-toi les moyens pour que ton irréel devienne le réel. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc le monde, dans sa configuration actuelle, c'est un monde multipolaire, mais il ne faudrait pas que ça devienne un monde multicolonialisme. Puisqu'on est dans le cadre de votre ouvrage qui parle de la RDC, on voudrait maintenant
que vous puissiez s'étaler davantage sur les enjeux de la République démocratique du Congo dans ces bouleversements, puisqu'on n'est pas des électrons libres. Absolument. C'est très important. Nous avons anticipé. Parce que, c'est la raison pour laquelle nous parlons même de projet de 100 ans. C'est un monde multipolaire. Si nous, le Congolais, avec la balkanisation de faits que nous risquons de vivre, si nous n'arrivons pas à nous positionner avec intelligence, nous risquons de connaître pour la première fois dans le monde un nouvel événement. Vous me direz, mais quel est ce nouvel prophétique, événement? Non. Par rapport à la RDC, nous risquons du colonialisme. Nous risquons de vivre en République démocratique du Congo le multicolonialisme. Pour une fois, que ce n'est plus la colonisation. Multicolonialisme. Dans quel sens? Expliquez un peu les concepts, oui. Le pays se brise. L'Ouest, on dit l'Ouest va travailler avec telle puissance. Le Kivu, la partie récupérée, va travailler avec, par exemple, des puissances anglo-saxonnes. Le Katanga. C'est un peu aussi comme une sorte de conférence de Berlin sur la RDC. Mais là, à la différence... Le partage là, à la différence, nous étions colonie belge, colonisés par le Belge. Mais là, nous risquons d'avoir de multicolonialisme. C'est-à-dire nous allons mettre... De différentes puissances, nulle y compris part, la Chine. L'Inde, tout le monde. Nous serons nulle part, y compris aussi les pays arabes. Y compris aussi les pays arabes. Le pays le pays asiatique. Les pays asiatiques. Donc, on les appelle des tigres asiatiques. Donc, ils vont faire... donc, nous allons nous retrouver subitement... Les léopards se retrouveront avec plusieurs tigres. La RDC se rompt et chaque puissance prend sa part. Et c'est ce qui risque le Congo décède le même jour et le peuple congolais décède aussi le même jour parce qu'on ne parlera plus du peuple congolais. On pourra parler les peuples du Katanga, les peuples du Kivu, tout ça. Donc ça va se rompre. Donc d'où il nous faut une grande intelligence. Maintenant. Donc c'est maintenant que nous devons prendre... Donc l'ouvrage est en quelque sorte un cri d'alarme. Absolument, il faut prendre maintenant. C'est la raison pour laquelle nous devons nous positionner avec sagesse et intelligence par rapport à la nouvelle configuration du monde. Pour que nous ne puissions pas vivre, pour la première fois en Afrique, un phénomène de multicolonialisme. Et qui risque aussi d'avoir un impact même sur le sort de l'Afrique au sud du Sahara. Et comme nous sommes même un pays prophétique, comme j'aime le répéter, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Nous devons prendre, nous positionner et nous mettre au travail pour que nous puissions jouer ce rôle. La gâchette de la paix, la justice, la prospérité, la solidarité, non seulement dans la région de Grand Lac, en Afrique et dans le monde. Je sais que toutes les ressources stratégiques qui fondent le nouveau monde se font avec le minerai du Congo. C'est à nous d'être au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons aller au-delà de notre sagesse et intelligence pour se faire respecter dans le monde, pour que nous tirons profit de nos ressources tout en créant le créneau où les autres peuvent profiter avec nos intérêts bien respectés aux ressources de la République démocratique du Congo. Très bien, les chers amis téléspectateurs ont compris les soucis qui vous animent à travers l'ouvrage. Malheureusement, le temps faisant défaut, nous y reviendrons prochainement. Vous êtes les bienvenus sur notre plateau pour continuer à sensibiliser aux dangers que court votre pays, la République démocratique du Congo. Vous faites ça en tant qu'homme de Dieu aussi, en tant qu'homme politique de bon cœur. Maintenant, pour vraiment finir, nous allons chercher à savoir en quoi êtes-vous
différent de l'homme politique congolais actuel pour que nous finissons l'émission? En quoi êtes-vous différent de l'homme politique congolais qui opère actuellement? Je vous l'ai dit, un homme politique sans grande vision, il est pire qu'un criminel ou même un terroriste. Oui. Un homme politique, c'est un visionnaire, au même titre qu'un missionnaire catholique, un missionnaire protestant, en tant que véritable imam, en tant que véritable... donc, c'est un missionnaire. La politique est une mission. Quand tu as une vision, il faut que tu aies une mission précise. C'est-à-dire, je viens pour telle mission par rapport à la vision que j'ai. La différence avec les autres, je ne sais pas, il y en a d'autres. J'ai une vision précise et je dis à mon peuple, voici ma mission. Qu'est-ce que nous voulons faire pour vous? Nous avons la vision du Grand Congo du 21e siècle, c'est 100 ans. Mais nous ne serons pas là pendant 100 ans. Mais moi, je viens pour construire une solide charnière entre l'ancien Congo, qui va se terminer avec le politique actuel, avec le pouvoir actuel de Félix Tshilombo Tshisekedi, de l'UDPS et l'Union Sacrée, et le nouveau Congo, le grand Congo du 21e siècle, attendu de tout lever en Afrique et dans le monde, qui doit commencer. Mais s'il n'y a pas de solide charnière, le Congo va se briser, et au lieu que le Congo puisse passer faire un passage pour devenir le grand Congo du 21e siècle, le Congo va se rompre et nous allons assister à ce que j'ai appelé le multicolonialisme qui va signer... La balkanisation, pour faire simple. Mais une balkanisation sous forme de multicolonialisme qui va signer la mort du pays et la mort de ce peuple. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter aujourd'hui. Nous avons reçu sur notre plateau M. Armand Mavinga, Imvukumuna Bavedi, qui nous a expliqué son nom. Et nous avons compris, quant à son ouvrage, c'est un important ouvrage de 404 pages, donc il y a encore des matières à communiquer dont nous reviendrons dessus dans le semaine et jour qui vient. Merci beaucoup pour votre patience, nous vous retrouvons à bientôt. Merci.